Oh, la piraterie! Comment ça va vous aujourd'hui? Punaise, moi j'avais vraiment hâte de faire cet épisode aujourd'hui parce qu'il contient des histoires que je trouve follissimes, incroyables. Et en plus elles sont super instructives sur l'histoire de la piraterie. Donc aujourd'hui, on part sur 3 histoires de pirates. On va parler des reines pirates. Et ce qui est marrant, c'est que ça va pouvoir paraître un petit peu particulier de déjà mélanger femmes et pirates, mais en plus femmes et pouvoir. Et vous allez remarquer que ça se voyait beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui, ce qui est plutôt merdique du coup finalement. Allez hop, on est parti directement sur la première histoire. Voilà, on va pas se prendre la tête, on part tout de suite. Teuta d'Illyrie. Le royaume d'Illyrie a été fondé au début du 4e siècle avant Jésus-Christ et comprend les actuelles Slovénie, sud de la Croatie, Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et une partie de l'Albanie et du Kosovo. Tout ce royaume était divisé en plusieurs tribus, qui avaient chacune un roi mais pas de pouvoir politique décisionnaire du royaume entier. Parmi ces tribus, nous retrouvons les Ardiae, devenues l'une des plus puissantes et influentes du royaume entier par le règne d'Agron d'Illyrie, entre moins 250 avant Jésus-Christ et moins 231. Ce dernier passa la plupart du temps de son règne à étendre sa puissance et à se faire de nombreux alliés sur de nombreuses terres côtières. Malheureusement, son règne s'acheva brusquement lors de la fête célébrant une victoire sur le peuple étolien de Grèce. C'est son fils, né d'une première femme, qui dut reprendre le titre. Mais trop jeune pour le faire, c'est la femme d'Agron avant sa mort, Teuta, qui devint régente avec comme but de continuer d'étendre l'influence de la tribu d'Illyrie. Comme je vous l'ai dit, il était question de beaucoup de territoires côtiers. Et qui dit des côtes, dit également des bateaux. Et le lien avec notre épisode, des pirates. Seulement, aussi sale que ce terme puisse paraître, il était pour Teuta d'Illyrie un métier comme un autre, voire même un métier porteur de réussite. Mais un certain autre peuple ne voyait pas les choses de cet œil. Parce que forcément, la paix d'un pirate se constitue principalement sur les pillages. Et bon, et si d'un côté de la pièce une personne trouve son compte, de l'autre, il y a quelqu'un qui a été dévalisé quand même. Et la plupart du temps, ce quelqu'un, ce sont les navires marchands de Rome. Les pirates illyriens possédaient pratiquement l'entièreté de la mer Adriatique. Et le problème réside dans le fait que c'est cette mer-là que Rome utilise pour ses transports commerciaux. Et c'est également sur les côtes de cette mer-là que vivent une partie de ses colonies et de ses alliés. Il fallait donc agir militairement face à l'affront fait à cette jeune superpuissance. 2 ambassadeurs furent envoyés pour aller à la rencontre de la reine Teuta, afin de parlementer et surtout l'exhorcer à cesser toute activité de piraterie, pour laisser les relations commerciales de Rome se faire en paix. Mais la grande dame n'était pas trop de cet avis, et voyait déjà un affront à son peuple dans cette demande. Le problème, c'est qu'un des ambassadeurs prit un petit peu trop la confiance et l'insulta. Une très grosse erreur. Sur le point de repartir vers Rome pour informer leur puissance du refus de la reine, ils se rendent compte qu'ils sont entourés d'hommes qui ne sont pas les leurs. Leur navire est saisi, l'un d'eux est mis en captivité, et celui qui avait eu la langue un peu trop pendue fut exécuté. C'était alors entre Rome et la reine Teuta une déclaration de guerre qui débuta en moins 229. Malheureusement, cette guerre eut à peine le temps de débuter qu'elle était déjà gagnée par Rome, car ayant infiltré une partie des forces alliées, elle savait déjà les mouvements qu'allait faire la reine. Il y eut tout de même 2 ans de bataille, mais les forces militaires romaines étaient bien trop puissantes et la reine se rendit en moins 227. Forcée de rendre hommage à Rome et sa souveraineté, Teuta se vit quand même proposer de continuer son règne, mais sur un territoire plus petit autour de la capitale de Skodra. Elle démissionna de ce faux trône et partit finir ses jours à l'actuel Rizane au Monténégro. On dit d'ailleurs qu'elle se serait jetée du haut d'une falaise de la baie de Kotor, mais rien n'est sûr. Et malgré qu'on ait très peu de détails sur sa fin, les habitants actuels de cette région continuent de l'aimer profondément. Elle est encore aujourd'hui la reine qui a défié une puissance contre qui elle ne pouvait rien, avec ses valeurs, sa luxure, et qui s'est tenu debout même quand il a fallu battre en retraite. Tout ça pour préserver les vies de son peuple et tribus qui étaient derrière elle. Magnifique, inaccessible et indomptable, la reine Teuta d'Illyrie continue de vivre et transmettre son héritage au peuple, fier de porter son âme là où elle s'est éteinte, allant même jusqu'à donner son nom à ses filles. Xingshi, la plus puissante de toutes les pirates. L'histoire de cette dame à la renommée incroyable et légendaire auprès de tous les pirates du 19e et 20e siècle commence lorsqu'elle est encore jeune enfant à la fin des années 1700. Elle naît en 1755 sous le nom de Shi Yang et est dès les premières heures de sa vie endettée par la pauvreté de sa famille. Très jeune, elle commencera donc à fréquenter les bordels flottants et à devenir elle-même une prostituée. Parmi les bateaux luxueux qui voguaient autour des ports pour attirer les clients, la jeune femme s'était très vite fait la réputation d'être la plus belle. Et les hommes de la haute société commençaient tous à vouloir obtenir ses services.
Et très loin d'être sotte, elle se rendit très vite compte qu'elle pouvait tenir le rôle de la commerciale plutôt que du produit vendu. Et c'est d'ailleurs cette réputation grandissante qui attira un homme bien particulier. Sheng Yi, un pirate qui commençait à se doter d'une très respectueuse renommée. Il voulut la prendre et la demander en mariage parce qu'il savait qu'elle était très intelligente et qu'elle serait à même de le soutenir dans ses batailles et l'agrandissement de sa flotte et ses richesses. Ce qu'elle accepta, mais à une seule condition, que ce mariage lui apporte également 50% du pouvoir et des richesses déjà accumulés par le jeune pirate. Il accepta, et de ce mariage naquit un couple à la puissance jamais égalée, ainsi que la flotte du drapeau rouge. Leur flotte avait augmenté de près de 800%, et le nombre d'hommes à leurs ordres également. Et toute cette puissance était également synonyme de prospérité. Elle mit alors en place un système de loi qui fut très largement adopté par toute la flotte, si bien qu'il ne cessait de grandir au point d'effrayer les pays qu'il pouvait traverser, et que même d'autres compagnies de pirates décident de les rejoindre pour fusionner avec la flotte du drapeau rouge, la faisant devenir la plus grande flotte de pirates que ce monde ait jamais connue. Il y eut même un employé de la compagnie des Indes orientales qui fut détenu de septembre à décembre et qui estimait que la flotte se composait de pas moins de 1000 grandes jonques et de 800 plus petites et de chaloupes, totalisant environ 80 000 pirates. Pour vous donner un aperçu, Barbe Noire possédait quant à lui 4 navires et 300 hommes. Malheureusement, Sheng Yi mourut quelques années après, de circonstances encore floues. Et c'est ainsi que son épouse devint officiellement Xingxi, la veuve de Sheng. Et avec ce nom, lui revint le pouvoir sur la flotte du drapeau rouge. Mais la mort de Sheng Yi attisa un petit peu le feu sur certains pirates, et quelques capitaines commençaient à vouloir croquer une part du gâteau géant sur lequel se tenait le couple. Xingxi décida alors d'épouser le fils adoptif de son défunt mari pour légitimer sa place de grande reine. Cependant, quelques traîtres se faisaient encore remarquer, et en vigueur des lois qui étaient déjà mises en place et que tout le monde avait voté, ces hommes furent exécutés. Et c'est sous la domination de Xingxi que la flotte du drapeau rouge devient la seule puissance à régner sur la mer de Chine méridionale. La quasi-totalité des villages côtiers leur fournissait de la nourriture, le gîte et la chaleur, simplement en échange de protection. Aucun bateau ne pouvait mettre une rame sur cette mer sans que la flotte soit déjà au courant. À tel point que les flottes commerciales françaises et portugaises se faisaient souvent piller parce qu'ils ne voulaient pas payer les taxes imposées par le drapeau rouge. Ce pouvoir exercé était tellement puissant que la dynastie de l'époque voulut attaquer avec ses propres navires, mais se recula quelques heures à peine après le début de l'affrontement parce qu'il se faisait défoncer, éclataxe. Tellement défoncé qu'une partie de leur flotte fusionna avec celle du drapeau rouge. Mais la flotte portugaise, bien qu'ayant déjà perdu 2 fois, n'avait pas dit son dernier mot et tenta le tout pour le tout en mettant en défaite de nombreux navires de la flotte du drapeau rouge. Ne voulant pas voir une partie de son peuple massacré, Xingxi accepta l'amnistie proposée par la dynastie chinoise un peu plus tôt afin de pouvoir les protéger. Au final, chaque pirate obtenu la liberté et également la possibilité de garder toutes les richesses qu'ils avaient accumulées jusqu'alors, et en plus, ils avaient droit de s'installer dans le village de leur choix tant qu'ils ne recommençaient pas les actes de piraterie. Et certains ont même pu obtenir des postes au sein de la bureaucratie chinoise. Xingxi, quant à elle, ouvrit un bordel à Macao et finit paisiblement sa vie en mourant de vieillesse à 69 ans. Et ce qui est ouf, c'est que malgré tout ce qu'elle a vécu, tous les risques qu'elle a pris, elle a eu la possibilité de choisir sa mort. Elle a su tirer profit de la bonne manière de tout ce qui était à sa portée, et c'est ça que tout le monde retiendra de cette grande reine, et qui lui permet d'être totalement méritante de ce titre. L'histoire de cette pirate, qui est une des plus connues au monde, commence dès sa naissance. Fille illégitime de William Cormac, procureur à Cork en Irlande et de sa domestique Marie, elle devient vite l'objet honteux d'une liaison entachant l'image de son père, le poussant à fuir après la mort de sa bien-aimée jusqu'en Caroline du Sud et à investir dans une plantation à Charleston. Il existe plusieurs idées et théories sur la jeunesse d'Anne. La première est que son père, pas franchement malin et plutôt misogyne, élève sa fille comme si c'était un garçon, se sentant plus légitime de lui infliger à elle les souffrances de sa propre chute, lui portant pour seule attention paternelle des revers de main. La seconde, c'est qu'au contraire, il a été un père très aimant et que Anne, pourri gâtie sur les bords, vive une adolescence où elle aspire à ne connaître que l'alcool et les hommes. Dans tous les cas, on dit que Anne grandit avec pour seule inspiration celle d'être libre, à la fois dans ses pensées que dans le fait d'être une femme. Elle commence très vite à fréquenter des bars et des auberges et à battre des hommes au jeu d'alcool, voire même les battre tout court au jeu de bagarre, provoquant étonnamment la hargne des hommes qui l'entouraient. Et c'est dans une taverne justement qu'Anne rencontra James Bonney, un jeune pirate assez peu respecté, mais qui avait l'ambition de se marier avec elle afin de devenir le légitime héritier des terres de son père. Seulement ce dernier s'opposa à ce mariage et déshérita sa fille aussi vite. Le jeune couple s'enfuit à Nassau pour commencer une vie de mari et femme, mais leur relation se détériora très vite quand James accepta la possibilité d'arrêter d'être pirate
pour travailler pour le gouverneur Rogers, et ainsi gagner en rang et surtout en richesse. Anne refusa et se réfugia de nouveau au sein des tavernes, sous la protection de certains capitaines de navires, jusqu'à en rencontrer un bien particulier. Un capitaine jeune, toujours bien habillé, qui adorait la luxure, mais qui avait toujours ce même rêve que tous les pirates, celui d'être libre et de naviguer. Ce pirate, c'était Calico Jack Rackham. Très vite, leur relation devient charnelle et ils voulurent se marier. Mais officiellement, Anne l'était toujours à James Bonny. Elle lui demanda donc très gentiment de rompre leur union afin de pouvoir être libre de se marier avec Jack. Mais James Bonny, plein de haine envers ce sale pirate qui lui avait volé sa femme, refusa. Y compris quand le couple offra de l'argent pour pouvoir réussir leur affaire. Anne alla jusqu'à demander son accord au gouverneur Rogers, qui préféra la condamner à des coups de fouet pour sa lâcheté et son ignominie. Alors le capitaine Rackham décida de s'enfuir avec Anne et d'officier lui-même leur mariage en mer, car le caractère sacré d'un mariage terrestre s'arrête au bord de l'eau. Malgré cette union, le couple fit en sorte de garder le sexe d'Anne secret, de la renommer Adam, et de la laisser s'habiller en homme pour ne pas éveiller les soupçons de l'équipage, pouvant ainsi légitimer sa présence sur le navire. La carrière d'Anne Bonny et de Jack Rackham débuta sérieusement lorsqu'ils mirent la main sur le bateau le plus rapide de Nassau, en le renommant Revenge, leur permettant ainsi de recruter un nouvel équipage. Et tout ceci afin de pouvoir commencer à piller du plus gros navire et butin. Pendant ce temps, James Bonny se mit encore plus sérieusement dans sa carrière d'informateur jusqu'à devenir un proche du gouverneur Rogers. Tout ceci afin de pouvoir se venger de l'affront des pirates, leur jurant de les retrouver par tous les moyens et de les tuer de ses propres mains. Parmi le nouvel équipage de Jack Rackham se trouvait Reed, un homme qui partageait le même goût et la rage des combats que Bonny. Les deux finirent par partager des mots, puis des rires, une complicité et enfin des caresses. Et c'est quand Anne voulut lever le voile sur sa véritable identité dans un entrepôt dans lequel il s'était donné rendez-vous pour vous savez, que Mark Reed en fit de même. Finalement, Adam Bonny et Mark Reed devinrent Anne et Marie, ne rendant leur relation que plus puissante, car ils partageaient, au-delà de leur sexe, les mêmes douleurs, rancunes et désirs de puissance et de liberté l'une que l'autre. Rackham se rendit vite compte de la récurrence et du temps que passaient Anne et Mark ensemble jusqu'à découvrir leurs secrets. Il leur demanda alors de ne plus se cacher et d'assumer leur sexe auprès de tous les membres d'équipage. Et c'est ainsi qu'elles devinrent remarquées et respectées par tous, partant souvent en première dans les batailles et étant celles qui versaient le plus de sang. Elles étaient des guerrières à ne surtout pas sous-estimer, et à elles seules des armes dangereuses que l'équipage du Revenge pouvait s'estimer très heureux d'avoir. Échappant de justesse plusieurs fois à leur capture et continuant d'être des pirates quoi qu'il en coûte, Rackham, Anne et Marie se firent avoir en octobre 1720 par un capitaine travaillant pour le gouverneur de Jamaïque. Étourdis par une énorme fête pleine d'alcool pour célébrer leur liberté et un grand pillage, l'équipage et leur capitaine n'étaient pas du tout en mesure de se battre contre les navires du capitaine Barnett qui fonçait droit sur eux. Les canons de Barnett déchirèrent la moitié du Revenge et les hommes d'équipage se cachèrent dans la cale. Les deux seuls à vouloir se battre quoi qu'il en coûte, quitte à ce qu'elles meurent, étaient Anne et Marie. Et malgré qu'il fût perdu d'avance, le combat fut d'une rare brutalité et extrêmement sanglant. Bien sûr, elles furent maîtrisées et présentées devant le gouverneur pour être jugées. L'équipage de Jack Rackham, alors exécuté pour acte de piraterie, Anne et Marie échappèrent à ce sort car apparemment toutes deux enceintes. Malheureusement, Marie mourut quelques semaines plus tard, en 1721 de la fièvre. En ce qui concerne Anne Bonny, on n'en sait pas plus sur ce qui lui est arrivé, car plus aucune trace écrite ne mentionne son nom. Donc on ne sait pas si elle a été jugée ou exécutée. Certains pensent que son père aurait payé la rançon pour la ramener jusqu'à chez lui en Caroline du Sud et qu'elle aurait terminé ses jours en 1782 après un nouveau mariage. Ce qui m'embête en fait dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup trop de traces écrites, d'histoires, de romans qui ont été créés autour et que du coup, il y a énormément de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit sur Anne, sur Jack Rackham, sur Mary Read. Il y a beaucoup trop de choses à dire et c'est incroyable. Mais bien sûr, je vous laisse quelques liens en description. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu en apprendre plus. Tout du moins si ça a attisé votre curiosité. Mais il n'y a pas que sur ces femmes incroyables qu'il y a des choses à dire. Il y a également sur la piraterie en elle-même. Il y a plein de choses que vous savez pas. Et plein d'amalgames que vous faites. Plein d'erreurs. Plein de trucs que vous pensez savoir sur la piraterie et qui sont totalement fausses. Par exemple, qu'énormément de pirates étaient ouvertement gays et se mariaient sur les bateaux. Et si ça vous dit, pourquoi pas en faire une vidéo un de ces quatre ou quelques TikTok, on verra bien. Et d'ici là, eh bien écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de me dire quelle histoire vous avez préférée, quelle histoire vous a fait le plus vibrer. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Et jusque là, eh bien écoutez, je vous dis salut.